Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans l'émission Le Talk Le Figaro. Bonjour Guillaume Balas. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes député européen, membre du mouvement du 1er juillet, le mouvement de Benoît Hamon. On va y revenir plus en détail. Vous serez demain au Mans pour la journée de fondation de ce mouvement qui a été créé il y a quelques mois, au mois de juillet. Concrètement, à quoi ça va servir? On dit que ça va être la deuxième phase du mouvement. Comment est-ce que vous comptez vous relancer? Alors d'abord, je m'excuse pour ma voix qui est un petit peu enrouée. Alors en fait, dès le début, l'idée en fait du mouvement du 1er juillet a été la suivante. C'est qu'il y a eu un appel, c'était l'appel du 1er juillet, fait par cet ancien candidat à l'élection présidentielle qui était Benoît Hamon, de la création du mouvement. Bon, il fallait voir si ça prenait un petit peu ou pas. Bon. Et bon, visiblement, il y a quelque chose qui se passe. On a plus de 500 comités, on est autour de 40 000 personnes aujourd'hui intéressées. On a envoyé un questionnaire. Comme le PS finalement. Oui, je me souviens plus exactement des vrais chiffres du PS, mais on ne doit pas être loin. 28 000 questionnaires qu'on a envoyés, qui ont été renvoyés, qui ont été renvoyés, donc qui ont été annotés par les gens. Donc on voit qu'il y a un intérêt. Et donc à partir de ce moment-là, on l'avait annoncé à cette période-là, c'est pas qu'on relance le mouvement, c'est qu'on le lance. C'est-à-dire qu'on le fonde enfin samedi avec une charte notamment qui a pour objectif de définir quel est le contrat politique qui nous unit, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et sur quelle base, justement, vous allez lancer ce mouvement politique ? On pense qu'aujourd'hui, il y a trois termes qui sont les trois termes d'entrée les plus importants. Le premier, c'est que la démocratie réelle est de plus en plus mise en doute, notamment par le poids des très grandes entreprises. On le voit sur des questions comme le glyphosate, par exemple, avec le poids de très grandes entreprises comme Monsanto. Et donc, nous pensons que la défense de la démocratie, sa promotion, son renforcement doit être le premier objectif, y compris dans le monde économique, dans l'entreprise. Il y a plein de débats passionnants sur ce sujet. Très important, le poids des salariés dans l'entreprise, la démocratie sur les territoires. Deuxième axe, c'est la question écologique. On pense qu'aujourd'hui, c'est justement l'idée qui peut rassembler, parce que c'est notre survie à tous. Et donc, ça crée un intérêt général commun qui peut rassembler au-delà des différences et des fractures qui existent aujourd'hui dans le monde, mais aussi dans la société française. Et troisième élément, évidemment, très important pour nous, la promotion de l'égalité, l'égalité dans la société, mais aussi de la justice sociale, c'est-à-dire la répartition juste aujourd'hui des richesses. Et on est bien loin de ça aujourd'hui dans la société française. Concrètement, comment on peut vous situer sur l'échiquier politique? Le mouvement de Benoît Hamon, c'est quoi? C'est un espace entre le Parti socialiste actuel et Jean-Luc Mélenchon? On ne réfléchit pas comme ça. Ce qu'on croit, c'est que tout l'échiquier est aujourd'hui bouleversé, pas tant dans ses frontières que dans ses formes, dans la manière de faire et la manière d'agir. Il y a maintenant un président de la République qui a conquis le champ de la droite. Je crois que c'est incontestable. C'est Emmanuel Macron. C'est une droite libérale qui mord sur le centre-gauche. Il est là, il est installé, il est puissant. Oui, c'est pour ça que je dis le centre-gauche aussi, une bonne part du centre-gauche. Il y a un consensus libéral qui s'est fait entre le centre-droit et le centre-gauche, mais on voit aussi qu'il performe sur les électeurs de droite. J'ai pu remarquer ça notamment dans des enquêtes récentes. Mais en revanche, il ne performe pas dans toute une partie de l'électorat de gauche, ou même il continue plutôt de baisser. Et qui a du mal à se retrouver intégralement aujourd'hui dans le discours de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Y compris parce qu'il est plus européen, par exemple. Il aime peut-être moins les mots qui fracturent. Il a peut-être besoin de plus de bienveillance dans la manière de considérer la politique. Oui, mais c'est pas quelque chose, comment dire, Emmanuel Macron je veux dire, nous sommes en désaccord avec lui sur des sujets extrêmement importants, notamment sur le plan économique et social. Et nous pensons qu'il n'introduit pas de la bienveillance quand, par exemple, il y a des ordonnances travail pour les salariés. Mais s'il a été élu, c'est pas pour rien. C'est bien qu'il y a une aspiration aujourd'hui à une transformation du monde politique et où il y a des changements de comportement. Et de ce point de vue, à gauche, il faut le faire. Et nous pensons que nous pouvons être une aide pour la gauche aujourd'hui à se transformer, à se refonder pour être enfin la gauche du XXIe siècle qu'on attend. Qu'est-ce que vous défendez concrètement? Vous reprenez le programme de l'élection présidentielle de celui de Benoît Hamon, le revenu universel par exemple, c'est encore une base que vous défendez? La manière dont on aborde la chose, c'est que tout est critiquable. Mais qu'il est vrai, et y compris le programme présidentiel de Benoît Hamon. Mais il est vrai que nous pensons qu'il a eu des intuitions, qu'il a porté des intuitions fortes. Tout le monde moquait par exemple l'idée que les mutations du monde du travail, la robotisation, la technologie allaient détruire des emplois. Ah, bah c'est dommage. Il y a une étude qui vient de dire que 18 millions d'emplois dans le monde étaient menacés à court terme sur ces sujets. Ah, bah c'est dommage. Une autre étude vient de montrer que 15% notamment des emplois en France allaient être condamnés à court terme sans être remplacés, je précise bien, par la robotisation, l'automatisation. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ?
Est-ce qu'on dit simplement, bah non, on va recréer des emplois ailleurs? On sait que c'est très difficile. Même dans la transition écologique qui est nécessaire, on s'aperçoit que les emplois détruits dans l'industrie traditionnelle et remplacés par des emplois écologiques, entre guillemets, c'est pas le même nombre, c'est pas la même chose, c'est pas, comment dire, il n'y a pas la même continuité de l'emploi tout au long de la vie. Donc il faut bien s'organiser, et donc il faut bien organiser la protection sociale autour de ça, et il faut bien réfléchir qu'il y a une déconnexion de plus en plus profonde aujourd'hui entre ce qu'est la protection sociale et la production économique elle-même. Et donc, le revenu universel apparaît comme une évidence. Pour moi, la question n'est pas tellement de savoir s'il y aura des formes ou pas de revenu universel. La question est de savoir lesquelles. D'ailleurs, on a vu que 8 présidents de conseils généraux de gauche ont décidé d'expérimenter le revenu de base, parce qu'on voit bien que c'est une piste d'avenir. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage? Pour 65% des Français se disent indifférents au mouvement de Benoît Hamon. Il recueille 15% de sympathie. C'est un sondage Le Figaro, France Info, une enquête Odoxa. Ça va être difficile. Benoît Hamon, il a eu 6,36% des voix à la présidentielle. Ça va être difficile de relancer une dynamique. Alors, différencions les éléments d'enquête. Quand on parle du mouvement de Benoît Hamon, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait déjà, donc, si je comprends bien, 25% des Français qui nous connaissent, puisqu'on n'existe pas encore. Et qu'on va exister à partir de samedi. Je vois même qu'on a 18% des gens qui accueillent favorablement nos idées. Alors c'est très bien, puisqu'encore une fois, on a juste pendant 3 mois essayé de commencer à construire le mouvement. Donc nous, au contraire, non, on prend plutôt ce sondage comme quelque chose de très bon, d'autant plus que je vous ferai remarquer une chose. Vous dites Benoît Hamon, il a fait 6,36 à l'élection, vous avez raison, et ce score n'est pas rien, il est faible, et donc il faut analyser pourquoi, mais dans toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui, on voit que Benoît Hamon, à gauche, aujourd'hui, est en tête de toutes les enquêtes d'opinion, devant tous les autres, devant tous les membres du Parti socialiste ou devant même la France insoumise. Donc on voit qu'il incarne aujourd'hui un espoir. Tout le travail pour nous, c'est de faire en sorte que cet espoir soit collectif et que, surtout, il soit crédible. C'est ça le travail qu'on commence samedi. Est-ce que c'est difficile, quand on est dans l'opposition, d'exister face à Emmanuel Macron, un président de la République qui prend toute la lumière, qui engrange encore maintenant des ralliements avec son mouvement central? Qu'est-ce que vous pensez de son style de présidence? Est-ce que c'est un président autoritaire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas fini. C'est-à-dire que je pense que dans la perspective des élections européennes, par exemple, Emmanuel Macron va encore chercher des gens qui ne sont pas aujourd'hui étiquetés En Marche, qui va aller les chercher pour les ramener vers lui, parce que son objectif à lui, c'est de faire croire qu'il prend tout le champ pro-européen. En gros, c'est ça l'idée. Et que quels que soient les désaccords entre les pro-européens, c'est pas très grave, il faut s'opposer aux méchants nationalistes de gauche ou de droite. Et je pense que c'est un très grand danger de faire cela, parce que la vraie question qui se pose pour l'Europe aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas de savoir s'il faut ou pas sortir de l'Europe. On voit que même le Front National est en train d'abandonner l'idée de la sortie de l'Europe. Ça n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est quelle Europe on veut. Et donc là, au contraire, entre ceux qui sont écolos, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont ultra-libéraux, ceux qui sont comme moi, au contraire, pas libéraux, mais pour une économie régulée, sur la question de comment on lutte contre le dumping social aujourd'hui en Europe, là, il faut des débats. Et donc, la vraie question, c'est entre pro-européens, et il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron fasse croire que par ce clivage anti-pro-européen, on réglera la question. C'est l'inverse. Si jamais il n'y a pas un débat entre les pro-européens, alors l'Europe risque de ne pas avancer. Donc, est-ce que c'est une approche autoritaire? Il y a un risque, pas d'autoritarisme, ne remet pas en cause la démocratie, c'est pas ça ce que je veux dire, mais en tout cas une approche de vouloir tout être en même temps, comme il dit, et non, la démocratie c'est justement la conflictualité. Guillaume Balas, vous êtes député européen, vous n'avez pas été sensible au discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, son discours de la Sorbonne par exemple, vous êtes pro-européen vous comme Emmanuel Macron, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il défend? Je vais vous dire, j'ai arrêté d'être sensible au discours depuis très longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les actes. Et de ce point de vue-là, si on pouvait partager beaucoup de choses que Emmanuel Macron disait, parce qu'en fait il disait ce qu'étaient les positions par exemple de François Hollande, il disait les positions du Parti Socialiste depuis une vingtaine d'années. Moi, je les connais bien, puisque j'ai aussi contribué à les construire, ces positions politiques, y compris sur la zone euro, par exemple. Tout le problème, c'est que sa stratégie, à mon avis, se révèle très mauvaise. C'est-à-dire l'alliance privilégiée avec l'Allemagne, de d'abord discuter avec l'Allemagne avant de créer un rapport de force par rapport à l'Allemagne. Or, l'Allemagne, et vous verrez, n'a aucun intérêt à ce que, aujourd'hui, enfin, croit avoir aucun intérêt aujourd'hui à ce que l'Europe bouge. Et donc, pour l'instant, la réponse à tout ce qu'a proposé Emmanuel Macron, c'est Nein. Et donc, comment on fait maintenant? Et regardez ce qui s'est passé sur le glyphosate. Justement, je voulais y venir, parce que vous siégez aux commissions emploi et environnement. Sur ce dossier-là, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement français qui veut quand même maintenir son objectif d'interdiction
à 3 ans? Alors, je pense que le gouvernement français a raison. Je pense que la position, moi je ne suis pas dans une opposition stérile et systématique, quand c'est bien, c'est bien. Oui. Et Nicolas Hulot, il a eu raison de dire qu'il fallait 3 ans. Moi j'ai même voté au Parlement européen contre les 5 ans, parce que justement je voulais 3 ans. Bon, donc là-dessus, le gouvernement a raison. Le seul problème, c'est que le résultat du Conseil européen, oui, sur notamment la capacité de la France à influer, c'est mauvais. Puisque la décision inverse a été prise, c'est-à-dire 5 ans renouvelés pour le glyphosate et pas d'arrêt. C'est-à-dire que dans 5 ans, on pourra encore le renouveler. Et on a perdu un allié essentiel dans l'affaire, qui était l'Allemagne, qui était ambigu parce qu'il s'abstenait avant, mais qui a carrément voté pour. Donc, il y a un problème de stratégie européenne de la part de la France. J'ai très peur que les mots d'Emmanuel Macron ne soit jamais rendu crédible. Tout le combat maintenant pour nous, pour la gauche européenne, c'est de démontrer que sa stratégie n'était pas la bonne, mais qu'il faut rassembler autrement aujourd'hui pour faire face à la droite allemande. Avec Benoît Hamon, vous allez présenter une liste justement pour les élections européennes? On y réfléchira avec nos membres. Une liste tout seul, je ne sais pas. J'aimerais plutôt des grandes listes de rassemblement aujourd'hui des progressistes européens. Merci beaucoup Guillaume Balas. On passe à vos questions avec Merwan Meadji. Bonjour Merwan, merci d'être avec nous. Bonjour Balas. Alors on a une question de Mélusine qui nous dit c'est quoi la différence finalement du mouvement du 1er juillet avec le Parti socialiste? Je pense que le Parti socialiste appartient à une époque qui était la société industrielle et où notamment on croyait que simplement en faisant de la croissance, plus de croissance, on pourrait mieux redistribuer les richesses. Or le problème c'est qu'il y a une déconnexion entre la production de richesses et le niveau de vie réel des gens, les salaires, la capacité de bien vivre, d'avoir un appartement, un parti pouvoir, qui n'est plus en phase avec aujourd'hui. Et donc du coup cette déconnexion, elle n'est pas prise en compte par le Parti socialiste qui a notamment été très rétif à ce que nous avons dit sur les mutations du travail pendant l'élection présidentielle avec Benoît Hamon. Or, ces mutations du travail sont une réalité. Sur la question écologique, on voit que le Parti socialiste a eu un discours pro-écolo, j'allais dire affiché, mais enfin dans les faits ça a été très difficile. Qu'est-ce qui a été fait sur la question du nucléaire par exemple pendant 5 ans par François Hollande? Rien. Sur la question de la démocratie, le Parti socialiste dit il faut plus de démocratie, mais il est attaché à la Ve République et ne veut jamais en changer. Nous disons que nous voulons changer pour un vrai régime de démocratie qui enlève ce pouvoir absolu du président de la République qui est unique en Europe. C'est la Ve République comme Jean-Luc oui, Mélenchon? Absolument, pas comme, on l'avait dit avant lui, démocratie, justice sociale, écologie, ce sont nos 3 points fondamentaux et nous pensons aujourd'hui que le Parti socialiste n'arrive pas à être à la hauteur sur ces 3 questions. Léa nous dit, on dit que Benoît Hamon au fond ne souhaitait pas devenir président. Est-ce que vous confirmez? Non mais alors écoutez, moi la psychologie en politique je ne sais pas ce que c'est, donc quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle, je pense qu'il veut être président. Tout autre sujet, Yacine nous dit Valérie Pécresse souhaite donner 10 € aux personnes qui ont été dans le RER A ou le RER B, je vais y arriver, qui ont eu quelques soucis cette année. 10 € pour ceux qui ont le pass Navigo et 5 € pour ceux qui ont le pass Imaginaire. Est-ce que c'est une mesure ou une mesurette? Bon, écoutez, tout ça c'est du colmatage par rapport à un vrai défi que l'Île-de-France doit aujourd'hui relever, qui est la question du transport public. On supprime le RER et on en refait un autre? Alors on pollue trop et en même temps on n'a pas les transports publics adéquats pour que les gens puissent préférer les transports publics à la voiture. Donc ça pose la question du Grand Paris Express et notamment de ces grands métros circulaires, vous vous souvenez, qui avaient été décidés et dont j'ai l'impression qu'ils sont remis en cause, dont on étale les financements. J'ai très peur qu'ils ne voient pas le jour. Alors je le dis, si on ne fait pas le Grand Paris Express, alors je ne vois pas comment on résout la pollution et la justice sociale élémentaire qui est le transport et l'égalité devant le transport. Donc Valérie Pécresse, là, elle ferait mieux de se battre aujourd'hui sur le Grand Paris Express plutôt que faire des mesurettes comme ça qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et ne règlent pas les problèmes. Vous saluez la politique d'Anne Hidalgo sur l'environnement à Paris? Ce que je crois, c'est que les objectifs, en tout cas, sont tout à fait louables. Il faut faire diminuer absolument la question de la pollution aujourd'hui, notamment des particules fines. Et pour cela, il faut surtout qu'on ait une politique industrielle de remplacement. Parce que tant qu'on a des voitures qui émettent des particules fines, eh bien, on sera devant ce problème. Et on sait que la voiture électrique peut être quelque chose d'utile. Donc, pour le coup, il faut avoir une vraie politique industrielle sur ce sujet. Après, la mairie de Paris, elle fait ce qu'elle peut face à une question qui est extrêmement difficile et sur laquelle elle ne peut pas avoir tous les moyens. Marie nous dit, vous avez travaillé sur le décrochage scolaire. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement pour y remédier ?
Alors, je crois que la question de la mobilisation de tous les acteurs autour des enfants qui sont aujourd'hui en situation de décrochage est très importante. C'est-à-dire de partir à chaque fois des enfants, la famille évidemment, mais aussi tout ce qui est associatif, c'est-à-dire dans quelle association sportive il est ou pas, l'éducateur, le prof, etc. C'est comment on construit, j'allais dire, un environnement qui est un environnement bienveillant autour de l'enfant, et non pas de partir de structures. C'est-à-dire c'est pas l'école toute seule qui peut répondre au décrochage, c'est pas la mairie toute seule qui va répondre au décrochage, ou l'association toute seule. C'est au contraire en organisant de l'horizontalité et une approche plurielle autour de l'enfant qu'on peut réussir. D'ailleurs, toutes les démarches qui réussissent contre le décrochage passent par ce biais-là. Mais est-ce que c'est pas un problème de génération lié au zapping, aux réseaux sociaux, à l'immédiateté, au fait qu'on ne reste pas longtemps sur un programme et qu'on fasse plusieurs choses en même temps? Le fait de rester longtemps concentré sur des choses à long terme, c'est peut-être quelque chose qu'on fait plus? En fait, ce qui est paradoxal, c'est que vous avez raison, la capacité de concentration baisse, et c'est un défi énorme, et c'est très problématique pour un certain nombre d'apprentissages. Et en même temps, jamais les enfants n'ont été aussi vifs et réactifs et connaissant l'actualité. Alors parfois de manière biaisée, avec le complotisme, etc. etc. Mais on peut remarquer quand même cette vivacité qui n'existait pas forcément il y a 30 ans. Moi, j'ai enseigné pendant 17 ans, j'ai bien vu la différence entre le début et la fin. Donc, en effet, il y a ce problème sur la concentration qui est aujourd'hui imposé par la déconcentration imposée par les réseaux sociaux et l'habitude de l'image. Je n'ai pas de réponse intelligente à vous faire, ça demanderait d'y travailler plus. Et j'ai une dernière question, sans transition, de Nathan qui nous demande, est-ce que vous préférez le rap ou le zouk? Alors, le rap, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le zouk. Mais vraiment, pour tous ceux qui habitent la Martinique, la Guadeloupe et toutes les Antilles, j'essaye de m'y mettre, surtout que j'adore les Antilles. Mais de toute façon, ce que je préfère, moi, c'est plutôt le rock et le métal, donc c'est tranché. Et vous mangez des kebabs comme Benoît Hamon? Oui, j'adore ça aussi. Merci beaucoup Guillaume Balas, merci Merwan Mehdi. Merci. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi.